De tout et de rien présente Histoire de tout, Histoire de rien. Votre émission d'histoire, présentée par Marc. Avec Michael et Nicolas. Ce soir, la Nouvelle-Suède, une colonie oubliée d'Amérique du Nord. Bonsoir à tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle émission un petit peu particulière. Quand je dis nouvelle émission, c'est qu'on est vraiment sur un nouveau type d'émission. Alors avant qu'on s'y jette, on va déjà dire bonjour à nos deux invités, l'un prévu, l'autre surprise. Comment est-ce que vous allez tous les deux, donc du coup Nicolas et Mika ? Ça va, tranquille. Hâte de voir la nouvelle formule. Pareil. La nouvelle formule, c'est littéralement la même formule qu'avant, sauf qu'elle a changé. Non, c'est parce que vous l'aurez sûrement remarqué chez vous, c'est que il y a eu beaucoup de hors-séries qui parlaient d'histoire qui sont sortis cette année. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit que ça avait plus grand sens de les catégoriser en hors-série si le hors-série devient la norme. Donc du coup, voilà un nouveau format qui reprend un peu le même concept où on va parler de sujets précis d'histoire avec différents invités. Et pour lancer ce nouveau format, nous avons donc Mika et Nico et peut-être d'autres personnes qui vont s'ajouter au fur et à mesure. Et aujourd'hui, on va parler d'Amérique pour changer un petit peu avec Nico. Et on va parler en fait d'une colonie un petit peu particulière. Et c'est bien que tu sois là, Mika, parce que du coup je vais pouvoir te prendre un petit peu à partie. À ton avis, quelles sont les nations européennes qui ont pu coloniser l'Amérique ? Effectivement, je suis très pris au dépourvu. Dans le sens où je suis pas fini de manger. Oui, je le vois bien. Et je suis bien Iron Man. Donc, il va falloir que je me concentre pour répondre à ta question. Donc, quelles sont les différentes nations européennes qui ont envahi l'Amérique du Sud, c'est ça L'Amérique du Nord, pour le coup. Amérique du Nord. Je te donne un truc, on va rester sur l'Amérique du Nord. Okay. Donc, France, Espagne, ouais. Portugal, Angleterre, Pays-Bas. Et il y en a un que tout le monde a oublié, pardon. Et pourtant, non. Et pourtant, on célèbre entre guillemets la chute de cette colonie qui a eu lieu en 1655. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de 600 et des patates d'années. 400 et des patates d'années. Attendez, je vais calculer parce que je suis pas du tout prêt en fait. Hop, 2025. Tu montage, tu fais ce que tu veux. Oui, je fais ce que je veux. Je m'en bats les couilles. 370 ans. Voilà, 370 ans de la chute de la Nouvelle-Suède. Ah oui, tout à fait. Et oui. Tout à fait. J'allais dire le Danemark, mais j'étais en mode, mais c'est un pays du Nord du coup. Et oui, donc là, la Suède, tout à fait, un pays scandinave. Ce qu'il faut savoir sur la Nouvelle-Suède, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est très très peu connu du grand public de manière générale, alors que pourtant ça a quand même eu une influence particulière sur certains aspects de l'Amérique, ou plutôt même des États-Unis qu'on peut avoir aujourd'hui. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on remonte un petit peu en arrière, qu'on remonte au début du XVIIe siècle. À cette époque-là, la Suède connaît un véritable âge d'or politique et militaire. C'est un statut, un moment qui est le fruit d'une série de réformes militaires, d'alliances politiques et de succès sur les champs de bataille, notamment pendant la guerre de 30 ans. C'est un conflit qui a lieu entre 1618 et 1648, où la Suède va s'imposer comme un acteur clé de défense des États protestants allemands. Sous l'impulsion de son roi, Gustave II Adolphe, surnommé le Lion du Nord, et ça pète la classe je trouve, le royaume de Suède va passer de statut de puissance régionale à celui de puissance européenne majeure, détenant des territoires dans la Baltique, en Allemagne, en Finlande et même en Norvège. Et bien évidemment, dans ce contexte d'expansion, l'idée d'une colonisation outre-Atlantique va s'inscrire dans une stratégie globale d'influence économique et diplomatique. À l'image des autres puissances européennes, la Suède ambitionne de 1. Contrôler les routes commerciales stratégiques, 2. Tirer un bon gros profit du commerce des fourrures avec les natifs d'Amérique du Nord, 3. Accéder à toutes les belles ressources du Nouveau Monde telles que des métaux précieux, du bois, du tabac, etc. Et enfin, point numéro 4, asseoir sa légitimité en tant qu'empire et rejoindre ainsi les plus grandes puissances telles que l'Angleterre, la France ou les Provinces-Unies.
Il est toutefois essentiel de noter que la colonisation suédoise diffère des modèles espagnols ou anglais, souvent marqués par la violence ou l'assimilation religieuse. Dans le cadre de la Suède, l'objectif est surtout commercial. Le but, c'est vraiment de créer une tête de pont dans le commerce transatlantique, plutôt que de conquérir et d'évangéliser massivement. Toutefois, il ne s'agit pas non plus simplement d'un petit projet économique pour la couronne suédoise, mais le but, c'était vraiment d'établir une colonie en Amérique pour frapper fort politiquement et symboliquement aux yeux, comme on l'a vu, des différentes puissances. Donc bref, en 1637, la couronne suédoise approuve ainsi la création d'une société commerciale dédiée à cette ambition. Cette société s'appelle la Compagnie de la Nouvelle Suède, ou Söderkompaniet dans la langue de Ragnar Lodbrok. Les actionnaires de la fraîchement créée Söderkompaniet incluent des financiers suédois, hollandais et allemands. L'initiative est portée notamment par un certain Axel Oxenstierna, chancelier du royaume, qui comprend l'importance stratégique d'un tel projet, et également aussi par Samuel Blomert, un marchand hollandais d'origine flamande, expérimenté dans le commerce transatlantique. La première expédition de cette compagnie va être confiée à un certain Peter Minuit, un diacre calviniste wallon, ancien gouverneur de la Nouvelle-Néderlande. Un choix judicieux puisque Minuit connaît le terrain, les réseaux commerciaux, les enjeux diplomatiques, bref, c'est quelqu'un qui pèse un petit peu dans le game, si je puis dire. Bon du coup j'aimerais en profiter pour rajouter quelques petites informations sur Peter Minuit. Alors ce qu'il faut savoir c'est que comme il est wallon et calviniste, en fait son véritable nom c'est Pierre Minuit, et il a, on va dire, néerlandisé son nom en Peter Minuit. Donc du coup on peut l'appeler en fait sous les deux appellations. Alors ce qu'il faut savoir c'est que la compagnie néerlandaise des Indes occidentales, qui a donc été créée bien évidemment par les Néerlandais, les Provinces-Unies, va engager Pierre Minuit, car elle souhaite écarter un certain Willem Verhulst, l'ancien directeur général de la colonie de la Nouvelle-Néderlande. Elle va donc envoyer Peter Minuit comme nouveau gouverneur, et ce dernier va débarquer sur l'île de Manhattan le 4 mai 1626. Suite à ça, beaucoup de Wallons vont s'installer en même temps que lui. Pierre Minuit va se rendre célèbre surtout en achetant l'île de Manhattan aux Amérindiens Manhat le 24 mai 1626, en échange de verroteries et d'autres colifichets pour un équivalent de seulement 60 florins néerlandais, soit 24 $ du 19e siècle. Mais ça, on y reviendra probablement sur un autre épisode concentré sur la Nouvelle-Néderlande et plus particulièrement New Amsterdam. En tant que gouverneur, Pierre Minuit va se rendre assez populaire auprès des différents colons et va même réussir à entretenir de très bonnes relations avec les natifs locaux. En effet, il part du principe qu'il vaut mieux avoir une intégration harmonieuse plutôt que le rejet directement des tribus déjà en place. Parce qu'il a remarqué que ça amenait beaucoup de conflits, donc un mec plutôt assez malin pour son époque. Cependant, ça va pas trop plaire à la Compagnie des Indes occidentales, qui vont voir en Pierre Minuit un être un petit peu arriviste et qui décide de ne pas vraiment obéir à leurs ordres directs. Du coup, on en vient au fait qu'en 1631, la compagnie va suspendre Minuit de son poste. L'année suivante, il est rappelé aux Provinces-Unies pour expliquer ses actions. Tout ça en fait n'est qu'un plan d'un des directeurs de la compagnie qui souhaite imposer son neveu en tant que gouverneur, et pour pouvoir bien faire du népotisme, il faut donc virer la personne qui est en place. Ainsi, il est donc licencié en août de la même année, donc 1631, et sera remplacé par Wouter van Twiller. Farouchement déçu par les actions de ses anciens employeurs, Peter va tenter d'essayer de se refaire, et ça tombe bien parce que son ami Willem Hunselix, qui n'est nul autre que le fondateur de la Compagnie des Indes occidentales des Provinces-Unies, lui donne un plan. Il est au courant que la Suède cherche à fonder une colonie sur le fleuve Delaware au sud de la Nouvelle-Néderlande. L'occasion, déjà d'obtenir un nouveau boulot, mais surtout de bien casser les couilles du nouveau directeur de la Nouvelle-Néderlande, celui qui l'a remplacé. Du côté des Suédois, c'est tout bénef. Il récupère quelqu'un qui connaît extrêmement bien le terrain. C'est donc en 1636 que Minuit va être choisi par la couronne suédoise pour créer la première colonie du royaume scandinave dans le Nouveau Monde. Pour ça, il doit d'abord s'arranger avec Samuel Blomert, le directeur actuel de la Compagnie des Indes néerlandaises.
Il va donc alors utiliser ses contacts pour servir d'intermédiaire entre les deux entités, d'un côté les Provinces-Unies et de l'autre le Royaume de Suède. Cela va réussir et c'est acté que la nouvelle Suède pourra donc être créée. Peter Minuit, bien qu'étranger à la couronne suédoise, illustre la dimension pragmatique du projet. La Suède s'appuie sur des compétences extérieures pour pallier son manque d'expérience en matière de colonisation maritime. L'expédition est donc lancée à bord du Kalmar Nyckel et du Fogelgrip, deux navires qui partiront de Göteborg à l'automne 1637. Le Kalmar Nyckel, c'est Le quoi? Kalmar Nyckel, c'est la classe, hein. On est d'accord, c'est génial. Le nom de navire, C'est le quand même Kalmar incroyable Nyckel. comme nom de navire. Kalmar Nyckel, ouais. Le Kalmar Nyckel. Donc en mars 1638, après plusieurs mois de navigation, l'expédition atteint l'embouchure du fleuve Delaware. Donc à l'époque, il est appelé le South River par les Néerlandais. Ce territoire est d'ailleurs d'ores et déjà revendiqué par les Provinces-Unies depuis 1624, mais aucune présence militaire ni administrative ne s'est véritablement implantée dans cette zone à ce moment précis. Ayant été directeur de la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales et l'ancien gouverneur des colonies des Provinces-Unies, Minuit connaît le statut des terres bordant le Delaware. Il sait très bien que les Néerlandais ont établi des actes pour les terres à l'est du fleuve, mais pas pour les terres à l'ouest. Donc en l'occurrence, le New Jersey est acté comme faisant partie des terres de la Nouvelle-Néerlande, mais tout ce qui correspond au Maryland, Delaware et Pennsylvanie, elles sont libres à qui veut bien les prendre. En choisissant la rive ouest du fleuve, Minuit s'affranchit des contraintes territoriales imposées par les Néerlandais. Afin d'acter sa présence, il en profite donc pour négocier directement avec les Lenape, un peuple natif de langue algonquienne, et les Susquehannock, qui occupent les berges du fleuve, avec qui ils vont signer un traité d'acquisition territoriale. Petit aparté rapide sur les Susquehannock, c'était un peuple iroquoien qui vivait dans le bassin versant de la rivière Susquehanna, dans ce qui est aujourd'hui du coup la Pennsylvanie. Leur nom signifie gens de la rivière boueuse. Ils sont donc des acteurs assez importants dans la région, surtout vis-à-vis du commerce de la fourrure, puisqu'ils ont des relations avec la Virginie au sud et la Nouvelle-Néerlande au nord. Bon, j'ai pas poussé plus longtemps, mais je pense que Susquehannock, ça doit pas être le nom qu'ils se donnent à eux-mêmes, mais ça doit être le nom que leurs ennemis leur donnent, étant donné que c'est pas très reluisant d'appeler son terrain la rivière boueuse. Mais bref, passons. Tous ces gens vont donc faire un conclave à bord du Kalmar Nyckel, plus précisément dans la cabine de Pierre Minuit lui-même. Il va persuader les chefs de signer quelques actes qu'il avait préparés afin de résoudre d'éventuels problèmes avec les Néerlandais. Pour les Suédois, cet acte constitue une cession définitive de territoire, mais pour les Lenape, il s'agit davantage d'un accord d'usage partagé ou temporaire. Cette ambiguïté n'empêche toutefois pas l'installation immédiate des Suédois dans un climat relativement pacifique. Bien évidemment, les Néerlandais vont s'opposer à l'installation des Suédois. Le directeur Willem Kieft envoya d'ailleurs une missive pour leur dire que les conneries ça suffit, mais Minuit décida de complètement ignorer cette missive car il savait très bien l'état des troupes des Néerlandais en Amérique, à savoir que ils avaient rien du tout. À l'embouchure donc de la Christina River, donc de la rivière de Christina, un affluent du Delaware, les Suédois établissent un poste fortifié qui s'appelle Fort Christina, baptisé en l'honneur de la jeune reine Christine de Suède, âgée de 12 ans à l'époque. Il s'agit du premier établissement européen dans la région du Delaware. Le fort est construit selon des principes défensifs simples, une palissade en bois qui entoure un bastion qui sert de lieu de stockage, de protection, de commandement. C'est pas vraiment un fort militaire, c'est surtout un comptoir multifonction qui sert à la fois de centre administratif, de zone de troc, de point de rassemblement, etc., etc. Les relations entre les colons suédois de la Nouvelle-Suède et les populations natives de la région du fleuve Delaware furent globalement plus pacifiques et collaboratives que celles observées dans d'autres colonies européennes contemporaines. Ce facteur contribue à expliquer en partie la survie relative de la colonie malgré son isolement et les pressions concurrentielles, surtout venant de New Amsterdam qui est pas très loin. Toutefois, ces relations étaient complexes et mêlaient coopération, échange, mais aussi parfois tensions et malentendus bien évidemment. Les colons suédois privilégient le commerce des fourrures plutôt que la conquête et la conversion forcée. Cette stratégie va favoriser une certaine confiance mutuelle, soutenue par les échanges de biens, de savoir-faire et même d'informations. Par exemple, les Lenape fournissent aux Européens des pots de castor très prisés sur le marché, tandis que les colons vont apporter des outils métalliques, des armes à feu, des textiles, bref, voilà, c'est le coup un peu classique. Tu me corrigeras si je me trompe, Nico, mais il me semble que les Français font un peu pareil tout au nord de l'Amérique. On va avoir la présence de pasteurs, bien sûr, comme Johann Campanius, qui était un prêtre luthérien suédois, qui avait été affecté à la colonie de la Nouvelle-Suède.
Il est connu également sous le nom de John Campanius pour les Américains. Là aussi, petite histoire assez intéressante, c'est un individu qui est né à Stockholm, qui a fréquenté l'université d'Uppsala, où il a étudié la théologie, il a obtenu son diplôme en 1633, il va servir comme aumônier à la délégation suédoise de Russie en 1634, il va servir même de maître d'école en 1636 à la maison des orphelins de Stockholm, poste qu'il a continué jusqu'en 1642. C'est à ce moment-là qu'il va quitter la Suède pour arriver justement à la nouvelle Suède. Donc il fait vraiment partie des premiers arrivants sur les premières années. Campanius est connu notamment pour avoir eu de très bonnes relations avec le peuple local, donc les Lenape. Il a acquis une bonne compréhension de leur langue et a appris à leur prêcher avec le bon effet. Il a même été jusqu'à traduire le petit catéchisme de Luther dans la langue Lenape. D'ailleurs, cette traduction a été imprimée en 1696 et fait partie des premiers livres imprimés dans des langues natives américaines. L'avantage de Campanius, c'est que comme il avait de bonnes relations avec les natifs, c'est que, comme d'habitude, on va pouvoir retrouver ses écrits qu'il a enregistrés dans son journal, ce qui a permis de préserver certaines informations anthropologiques vis-à-vis de la culture Lenape. Et ça, c'est quand même plutôt chouette. Il finira par quitter la Suède en 1648, et de nos jours, il existe encore un de ces objets à lui qui subsiste, à savoir un calice doré qu'il utilisait pour célébrer l'Eucharistie. Le moment est du coup peut-être venu pour parler un petit peu des Lenape. Leur nom d'origine d'ailleurs c'est Lenni Lenape, Lenni qui signifie authentique ou réel et Lenape qui signifie homme, ce qui pourrait être traduit par les hommes réels, les gens d'origine, bref, nous. Comme souvent, dans la plupart des peuples, les gens se considèrent comme étant eux et il y a les autres. Les Lenape d'ailleurs sont appelés les Delaware par les Anglais. Du coup c'est pour ça qu'on appelle la région dans laquelle ils vivaient la région du Delaware. Les Lenape sont de langue algonquine et d'ailleurs sont considérés par beaucoup de peuples algonquins de la côte est comme étant le peuple même originel. Les Lenape avaient 3 clans vers la fin du XVIIe siècle, dont chacun avait historiquement 12 sous-clans. Les 3 clans primaires de Lenape sont Tuxvit, qui veut dire loup, Pukuwanku, qui veut dire la tortue, et Pleu, qui veut dire la dinde. Le système de clans Lenape est matrilinéaire, et historiquement, ils étaient une société matrilocale, c'est-à-dire que les maris ont emménagé dans la maison de leur femme. Les enfants appartiennent au clan de leur mère, dont ils acquièrent le statut social et l'identité. Même dans le mariage, les hommes et les femmes avaient des droits égaux. Chacun contrôlait ses propres biens, ses propres dettes, ce qui montre qu'on était dans une culture qui avait l'air, en tout cas, assez équilibrée sur la répartition des genres. Au niveau de la subsistance, ils pratiquent la chasse, la pêche et l'agriculture. Ils étaient donc semi-nomades et ne se déplaçaient finalement que assez rarement, notamment surtout en hiver pour aller se trouver d'autres sources de nourriture, et l'agriculture qu'ils pratiquaient était en lien avec 3 aliments spécifiques, la courge, le maïs et les haricots. Leur village était essentiellement composé de maisons longues, à la manière des autres cultures algonquines. Bien évidemment, les Occidentaux vont précipiter leur chute, mais ça c'est une autre histoire, et pour le coup, les Suédois n'y sont pas pour grand-chose. Cependant, cette cohabitation ne fut pas exemple de conflits, on a quelques-uns en tête, l'introduction de nouvelles pratiques économiques, chasse intensive, commerce, tout ça va modifier les équilibres traditionnels, créant parfois des tensions, l'arrivée de colons de plus en plus nombreux vont petit à petit bouffer les territoires des Lenape, etc. Il va y avoir quelques petites frictions, mais ce sera jamais aussi tendu que ce qu'on peut avoir en Nouvelle-Angleterre. En fait, il est assez important de noter que la Nouvelle-Suède instaure un modèle d'interaction plus équilibré, plus respectueux que les autres colonies par rapport à l'époque dans laquelle elle s'inscrit. Parlons justement de cette expansion de la Nouvelle-Suède. Après la fondation de Fort Christina en 1638, la colonie de la Nouvelle-Suède connaît une phase d'expansion progressive, tant sur le plan territorial que sur le plan administratif. Bien qu'elle reste de taille modeste, elle devient un acteur local non négligeable dans le théâtre colonial de cette Amérique du Nord. Contrairement aux colonies anglaises plus peuplées et mieux financées, la Nouvelle-Suède se construit de manière pragmatique, grâce à une gestion relativement souple et une adaptation aux réalités du terrain. La colonie occupe une bande de territoire tout le long du fleuve Delaware, principalement sur la rive ouest, donc l'actuel Delaware et le sud-est de la Pennsylvanie, mais aussi sur quelques zones de la rive est qui correspond aujourd'hui au sud du New Jersey. La région est fertile, couverte de forêts, traversée de rivières, riche en ressources naturelles, en bois, en faune, etc.
C'est une localisation qui est avantageuse parce qu'elle offre un accès direct à l'Atlantique et un positionnement stratégique entre deux puissances coloniales, la Nouvelle-Néerlande au nord et la Virginie anglaise au sud. Toutefois, le gouverneur Peter Minuit ne put jamais continuer son œuvre. En effet, peu de temps après la fondation de Fort Christina, il partit pour la Suède chercher un nouveau groupe de colons, mais décida de faire un petit crochet par les Caraïbes dans le but de troquer du vin et de l'akvavit, un alcool de patate suédois. Le but c'était de troquer contre du tabac et de revendre le tabac beaucoup plus cher en Europe afin de faire un bon gros profit bien sympa. Voilà, il mourut par péché d'avarice, emporté par un ouragan au large de Saint-Christophe. Il fut remplacé par Peter Hollander Reeder, un officier de la marine suédoise. Après un voyage difficile, ce dernier va arriver en Nouvelle-Suède avec une poignée de colons à bord, encore une fois, du Kalmar Nickel, en 1640. Donc, ce 17 avril 1640, Reeder va remplacer Nilsson Kling, qui exerça le rôle de gouverneur pendant 2 ans, le temps de trouver un remplaçant à minuit. Pas l'horaire, le gouverneur, bien sûr. À son arrivée, Reeder écrivit en Suède à l'amiral Clay Fleming et au chancelier Axel Otiendra, demandant plus de colons et d'ouvriers qualifiés. Cette demande fut satisfaite lorsque le Kalmar Nickel et le Charitas arrivèrent le 7 novembre 1641 avec d'autres colons, surtout de nombreux Finlandais forestiers, et vous verrez que ça aura une importance pour plus tard. Sous son règne, il va acheter plus de terres aux Indiens Lenape, notamment le nord de l'actuelle Philadelphie. Il va aussi prendre pas mal de terres au niveau de la rivière Delaware, les chutes du Delaware, la rivière Schuylkill, donc ça correspond tout ça au New Jersey, Pennsylvanie, etc. J'ai juste tapé Kalmar Nickel. Et apparemment, le bateau il a été reconstruit dans les années 80. Ah ouais? Du coup, il existe, ouais. Mais Du coup, il y non, a des photos. du c'est Kalmar incroyable. Nickel. Fais voir. Construit en 1525 aux Pays-Bas, il est passé sous pavillon suédois en 1628. C'est celui-là, hein. C'est forcément. Ouais. Ouais, c'est forcément celui-là. Il était avec le Fagelgrip, les colons suédois qui ont créé. Du coup, ça veut dire. Ah, il est beau. On peut voir à quoi il ressemble. Et il est magnifique, du coup. Incroyable. Voilà, c'était juste. Bah, merci pour le... Mais il a un pavillon américain, donc c'est les Américains qui l'ont récupéré alors. Je sais pas. Il faut voir l'histoire de la reconstruction. Pardon, je pense en même temps. Ouais. Une équipe du Delaware, Une donc équipe ouais, du effectivement, du Delaware, Delaware. ouais, Donc du donc coup, ouais. ils lui ont mis un drapeau, un Ouais, drapeau jamais. ricain, effectivement. C'est ouf. Je trouve ça assez dingue, ouais. En vrai, franchement, c'est très cool. Ce deuxième gouverneur va pas rester très très longtemps, puisqu'il va rapidement être remplacé par un mec qui s'appelle Johan Bjornsson Prince. Ce dernier va arriver à Fort Christina le 15 février 1643, avec 2 navires, Fama et Svan, ce qui veut dire le cygne. Sous son règne, la colonie suédoise va prospérer. Il va construire le fort Nya-Elsborg sur la rive du Delaware et le fort New Gothenburg sur l'île de Tinikum. Il s'est ainsi assuré un monopole de commerce avec les natifs qui ont habité sur les 2 côtés de la baie jusqu'à l'actuel Trenton. Sur l'île Tinikum, il va d'ailleurs construire son propre manoir qu'il va appeler The Prince of. C'était 2 étages élevés faits de grumes taillées, de chaumet briques et un portier de Sibérie, etc. Le manoir contenait un intérieur fini en bois, d'œuvres de Suède, des fenêtres en verre, de somptueuses draperies. Bref, ça sentait la tunasse, quoi. C'était un gouverneur qui était énergique, consciencieux, qui a poursuivi l'harmonie établie par ses prédécesseurs avec les natifs. D'ailleurs, ces derniers l'appelaient gros ventre parce qu'il était très très gros, apparemment. Voilà, donc c'était pour la petite anecdote. Pendant son mandat, il va y avoir plus de 7 expéditions, plus de 300 immigrants vont quitter la Suède. Parmi ces différentes personnes, on va y retrouver des Suédois, des Finlandais, des Allemands, des Hollandais. Bref, c'est une colonie qui est beaucoup plus multiculturelle que les autres colonies. En fait, tout le monde est plus ou moins accepté. Malgré cet afflux, la taille est quand même réduite. Elle excédera jamais 600 colons à son apogée. Mais c'est grâce à la croisée des influences nordiques, germaniques, natives et néerlandaises qu'on va avoir une culture matérielle assez hybride. Et des choses qui vont se retrouver encore aujourd'hui. Par exemple, j'aimerais que vous essayiez de fermer les yeux et imaginez que vous êtes des trappeurs dans des grandes forêts pas très loin de Portland et que vous avez une cabane dans les bois. À quoi ressemble votre cabane, à votre avis? Avec des rondins. Ouais, avec des de rondins. bois. Et vous savez de quelle, Moi, c'est vraiment quelle comme ça origine que c'est? j'imagine. Non. C'est finlandais. Mais non. En fait, c'est les Finlandais qui construisaient ça dans le Delaware. Et en fait, après, c'est l'immigration qui s'est exportée plus loin vers l'ouest. Waouh. Donc, c'est des techniques de c'est construction finlandaises. Ça, je trouve ça dingue. C'est ce qu'on Incroyable. appelle les cab... Merde, j'ai oublié le nom. Les log cabins, pardon.
ou maisons en Ok. rondin. Donc c'est les Maisons en Finlandais rondin, qui ont ouais. créé ça et ça va devenir l'architecture Incroyable. emblématique des pionniers américains. Voilà, ça c'est un des héritages majeurs qu'a apporté la Nouvelle-Suède aux États-Unis d'Amérique, à l'imaginaire, l'iconographie, à l'iconographie ouais. exactement américaine qu'on peut avoir en tête. Sinon, à part ça, bon bah voilà, ils cultivent du maïs, du seigle, de l'orge, des pois, des courges, du tabac, des pommiers, ils chassent des cerfs, etc. Blablabla, et des forgerons, des charpentiers, bref, ça fonctionne quand même relativement bien. Un petit mot quand même rapidement sur les cultures du tabac. Le tabac, c'était quelque chose qui était très important pour les Occidentaux de manière générale, mais qui a vraiment bien marché en Suède, notamment ce qu'on appelle le snus. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que le snus, on va faire un petit retour en arrière. Nico, tu nous as déjà parlé dans une autre chronique de Ramon Panet, qui est un des compagnons de Christophe Colomb. De son côté, il a fait pas mal d'ethnographie, on va dire, de l'époque, où il a observé les religieux, on va dire, natifs américains, qui utilisaient du tabac par voie nasale. Ce tabac à priser va avoir pas mal de succès en Occident, et notamment, surtout en Suède. C'est pour ça que les Suédois vont vraiment se mettre à fond dans la culture du tabac, même dans la culture d'un tabac spécifique, le tabac justement à snus. Au plus fort de la production, mais bon, ça on est plus dans la même époque, on est au XXe siècle, et près de 7000 tonnes de snus étaient vendues en Suède en 1919, soit environ 1,2 kg par personne. Voilà, donc le tabac c'est vraiment quelque chose qui est important dans la Nouvelle-Suède, parce qu'on peut faire du fric avec. Un autre héritage quand même qui est très présent de cette colonie, c'est un héritage religieux, puisqu'il y a beaucoup de luthériens qui ont émigré dans cette colonie-là, et aujourd'hui il existe encore une église suédoise du Delaware, qui a été fondée dès 1640 par le premier pasteur de la colonie qui s'appelle Rorus Torkillus. Voilà, donc on a des choses de l'époque qui sont assez intéressantes, parce qu'on va retrouver, archéologiquement parlant, des bibles luthériennes, des coffres décorés, des outils scandinaves, donc c'est très imprégné vraiment culture très nordique. Mais toutes les bonnes choses, entre guillemets, finissent par avoir une fin, et il va y avoir quelque chose qui va se passer. À partir des années 1640, la Nouvelle-Suède, bien qu'établie en marge du monde colonial nord-américain, ne peut éviter les tensions croissantes avec la Nouvelle-Néderlande. Cette dernière, fondée par les Hollandais en 1624, considère la vallée du fleuve Delaware comme une partie intégrante de son territoire. L'arrivée des Suédois en 1638 a donc été perçue, dès le départ, comme une occupation illégitime. Dans un premier temps, les Néerlandais se montrent tolérants, probablement en raison du fait qu'ils n'ont pas beaucoup d'effectifs, mais à mesure que la colonie suédoise se renforce, la pression diplomatique et militaire s'intensifie. En 1651, une tentative claire de réaffirmer leur autorité, les Hollandais démantèlent leur fort de Nassau et édifient à sa place Fort Casimir, bien plus proche de Fort Christina. Cet acte est interprété par les autorités suédoises comme une provocation directe. Et ça en est une, on va pas se mentir. 3 ans plus tard, en 1654, Johan Rising, un homme politique suédois récemment nommé gouverneur de la Nouvelle-Suède, décide de passer à l'offensive. Et parce que je voulais oublier de vous le dire, mais le précédent gouverneur, en fait, les colons l'aimaient pas parce que c'était un connard, et donc du coup il a fini par se casser en disant j'administrerai la colonie depuis la Suède, sauf que ça marchait pas très bien, et donc du coup il avait fini par être remplacé. Vote de confiance, tout ça. Voilà, hop, c'est ça, hop, ça dégage. Ça dégage. Donc du coup, Johan Rising décide d'organiser une expédition pour s'emparer de Fort Casimir, ce qu'il va réussir sans une seule effusion de sang. Mais ce geste audacieux va précipiter la fin de la colonie. La réponse hollandaise ne tarde pas. Le gouverneur Peter Stuyvesant, chef autoritaire et expérimenté de la Nouvelle-Néderlande, rassemble une flotte de 7 navires et 300 soldats. À l'été 1655, l'expédition quitte New Amsterdam en direction du fleuve Delaware. Alors New Amsterdam, pour les auditeurs et les auditrices, c'est New York. Les Hollandais reprennent Fort Casimir puis mettent le siège devant Fort Christina. Dépassés en nombre et mal équipés, isolés diplomatiquement, les Suédois capitulent après quelques jours de siège. Johan Rising rend la forteresse le 15 septembre 1655. La Nouvelle-Suède cesse alors d'exister en tant qu'entité politique indépendante. Cependant, la conquête hollandaise ne s'accompagne pas d'une épuration brutale. Au contraire, les Néerlandais permettent aux colons suédois et finlandais de rester sur leur terre et de conserver leurs pasteurs luthériens, leurs institutions juridiques locales et une relative autonomie administrative. Cette autonomie perdurera jusqu'à la prise de contrôle anglaise 2 décennies plus tard. Plusieurs familles suédoises resteront donc installées dans la région et continueront donc de marquer la culture locale. Ironiquement, alors que la Nouvelle-Suède disparaît politiquement, son héritage culturel survit. Cette coexistence pacifique avec les nouveaux maîtres hollandais permet aux communautés suédoises de se maintenir et de s'intégrer progressivement dans le tissu colonial anglo-néerlandais. Malgré sa brève existence, moins de 20 ans d'indépendance, la colonie de la Nouvelle-Suède a laissé un héritage culturel et historique qui dépasse largement sa taille et sa durée.
Ce legs se manifeste non seulement dans la culture matérielle américaine, mais aussi dans la mémoire collective de certaines régions du nord-est des États-Unis, où des descendants suédois et finlandais ont conservé des traditions, des institutions et une conscience historique propre, comme on l'a vu avec l'anecdote que tu nous as donnée, Nico, où des gens du Delaware ont reconstruit le fameux Kalmar nickel. Et je suis sûr qu'ils l'ont reconstruit de manière nickel. L'un des apports les plus tangibles de la colonie est architectural, comme on l'a vu avec les fameux maisons en rondins. Bien que souvent perçue comme une invention typiquement américaine, cette technique vient en réalité des forêts boréales d'Europe du Nord. Sa robustesse et sa simplicité et sa capacité d'adaptation en ont fait une structure de choix pour les générations de pionniers. Sur le plan mémoriel, la Nouvelle-Suède revient au centre de l'attention à partir du 19e siècle dans un contexte de renouveau identitaire chez les communautés luthériennes du Midwest. Des sociétés historiques suédo-américaines, des musées des monuments sont fondés, notamment à Wilmington dans le Delaware et à Swedeboro dans le New Jersey. Le but étant de mettre en valeur cette histoire coloniale suédoise dans les écoles locales. Du côté suédois, cette aventure coloniale fait également l'objet d'un regain d'intérêt depuis le XXe siècle. Bien qu'elle n'ait jamais occupé une place centrale dans le récit national, elle est plutôt perçue comme une illustration des ambitions internationales de la Suède à l'époque de sa brève apogée en tant que puissance européenne. En 1938, pour le tricentenaire de la fondation de la colonie, une série de cérémonies commémoratives a lieu, avec y compris la visite du prince héritier Gustaf Adolf à Wilmington, marquant symboliquement les liens transatlantiques entre les deux nations. En bref, la colonie de la Nouvelle-Suède, bien que de courte existence, est souvent reléguée au second plan dans l'historiographie coloniale nord-américaine. Elle constitue un épisode particulièrement riche et instructif de la période coloniale du XVIIe siècle. Elle invite ainsi à une lecture nuancée des processus coloniaux, mettant en lumière des modes d'interaction interculturels qui échappent à une vision binaire de la conquête et de soumission. Elle souligne également la complexité des identités coloniales, où des petites entités peuvent avoir un rôle durable au-delà de leur disparition politique, grâce à un ancrage social et culturel qu'elles réussissent à construire. L'histoire de la Nouvelle-Suède ne saurait donc être réduite à un simple épisode périphérique de la colonisation européenne de l'Amérique. Elle illustre à la fois les ambitions d'un petit royaume nordique dans la compétition impériale du XVIIe siècle, la complexité des relations coloniales, la persistance de certaines communautés au-delà de la disparition politique de leur entité d'origine. En ce sens, la Nouvelle-Suède constitue un exemple fascinant de micro-histoire coloniale aux répercussions bien réelles dans la mémoire américaine contemporaine. J'ai une tête de déterré, hein, putain la vache. Merci. Bravo. Merci pour la tête de déterré. Non, merci. Merci pas chronique. Je sue, putain. Ah, je pense que je suis malade en fait. T'as de la fièvre? Je pense que je dois avoir de la fièvre. Parce que je sue, c'est pas normal de suer en parlant. T'as mal au crâne. Mais en tout cas, Il faut se reposer. en tout cas, bravo. Bah En merci. tout cas, bravo. C'était Oui, merci. super. C'est trop bien. J'espère Bravo. que ça vous aura plu. Et ça tombe bien que vous soyez là parce que à la base de la base de la base, ce que j'avais proposé à Nico, c'était de faire un super jeu rigolo. Yeah. Sympa. Un- On aime les jeux rigolos. Vous aimez les jeux rigolos, n'est-ce pas? J'en suis sûr. Ce jeu, c'est un quiz. Le nom de quiz, c'est de quelle colonie on Quel parle? Suédois es-tu? Non, c'est de quelle colonie on parle. Alors déjà, vous avez normalement dans Ouvrir Soundboard, je vous avez mis un son il y a très longtemps qui s'appelle Buzzer. Allez-y, vous pouvez le buzzer si vous voulez. C'est question pour un champion. Question pour un champion. Yes. Ah ouais, j'aime bien. C'est rigolo. Waouh. Ah mais mais attends, mais on est au 21e siècle ou quoi? Alors, le concept c'est le suivant, c'est que je vais vous poser une question et il faudra répondre si vous pensez que c'est une affirmation qui est plutôt en lien soit avec la France, soit l'Angleterre, soit les Pays-Bas, soit l'Espagne, Pays-Bas Provinces-Unies, soit Espagne, soit Suède, soit Russie. Voilà. Ok. Vous êtes prêts? Allez, Nico va m'exploser, mais vas-y. T'as lu toutes les BD du monde. Je pense que Il saura plein de choses quand on même. est plein de trucs. Tu vas connaître 1 milliard de trucs. Alors, question numéro 1. Quelle puissance coloniale imposait un système de seigneurie où des colons devaient rendre des corvées et payer des rentes à un seigneur? Vas-y, Mika. Bah, la France. La France, exactement, tout à fait. C'est la France. La France a instauré en Nouvelle-France un système de seigneurie, donc des grandes parcelles de terre accordées à des seigneurs. Les colons appelés censitaires louaient ces terres et devaient s'acquitter de corvées et de rentes. Ce modèle servait à organiser la colonisation agricole de manière hiérarchisée et à assurer un peuplement stable tout en renforçant les liens sociaux et la loyauté envers la métropole. Nico, s'il y a des trucs faux, tu hésites pas. Hein. Ok, j'arrête de manger. Non, mais tu peux manger tout en me corrigeant. Y a pas de souci. Ok, question numéro 2. Après, ouais, vas-y. Non, ok. Ah, vas-y, si tu vas rajouter quelque chose, vas-y. Non, vas-y, non, Non, t'es sûr, t'es sûr, non, t'es sûr. non, du coup, j'ai repris une bouchée. Donc, non, Ok, vas-y, ok. continue. Question numéro 2. Quelle puissance utilisait la formule de gouvernement prioritaire pour diriger ses colonies, souvent avec une large autonomie vis-à-vis du pouvoir central? Alors c'était Nico, je pense, en premier. L'Angleterre. L'Angleterre, tout à fait, ouais, tout à fait.
Dans plusieurs colonies anglaises, notamment en Virginie, le gouverneur était souvent propriétaire terrien ou représentant d'un groupe de colons, jouissant donc d'une large autonomie. Ce modèle permettait un contrôle local flexible, mais parfois peu coordonné avec la métropole, qui préférait déléguer la gestion quotidienne tout en maintenant la souveraineté. Quel empire a structuré sa colonie autour d'une compagnie centrale qui détenait le monopole du commerce des fourrures et de la gestion politique? Vas-y, Mika. La Russie. Non. Oh Nico. Les Pays-Bas? Non. Oui. Vas-y, non, vas-y, Je- Mika, vas-y. Comme ça. Non, mais non, vas-y, vas-y. T'as buzzé en premier. T'as buzzé, vas-y. Oui, mais t'avais l'air d'avoir de Non, vouloir mais dire quelque chose. vas-y. Non mais vas-y toi. Bah, la France? La France, oui, tout à fait. Exactement. La Nouvelle-France a d'abord été administrée par la Compagnie des Sans-Associés, une compagnie privée qui détenait le monopole du commerce des fourrures et des responsabilités politiques. Ce système combinait les intérêts commerciaux, mais face aux difficultés, le roi a repris le contrôle direct en 1663, instituant une administration royale plus centralisée. C'est Richelieu, non? Je crois qu'il y avait monté. C'est possible que ce soit Richelieu. J'ai des vagues souvenirs, mais je me souviens plus bien. Quelle puissance a maintenu un modèle commercial de ville-port avec un conseil de la colonie composé majoritairement de marchands et de négociants visant à maximiser le profit d'une compagnie? Vas-y, Mika. Les Pays-Bas. Les Pays-Bas, tout à fait. Les Néerlandais ont créé une colonie autour de ports stratégiques où la vie politique était dominée par les marchands des membres de la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales. Leur priorité était le commerce. Et ils ont encouragé la diversité ethnique et religieuse pour favoriser l'attractivité et du coup le commerce. 5. Quel système la couronne espagnole a-t-elle imposé dans ses colonies, combinant administration directe, répartition de terres aux militaires et un rôle dominant de l'Église catholique? Du coup c'est la couronne espagnole. donc Ah, j'imagine que c'est- Ah merde, je me suis spoilé moi-même, pardon. Désolé, c'est Ouais. mon état... J'ai répondu moi-même à la Si tu veux, question. on peut essayer d'inventer la question. Quand même. Non, c'est bon, vous inquiétez pas. Est-ce que vous savez comment on appelle ça les terres réparties à aux conquistadors? Ouais, L'encomienda? c'est ça, exactement, tout à fait. Putain, j'allais dire les haciendas, mais bien joué. Les L'encomienda. haciendas, c'était un peu une des conséquences de ça. Parce que en fait, t'accumules des terres, t'accumules de la richesse. Du coup, t'as ta petite hacienda avec tes petits esclaves, tes petits machins. Ouais, c'est ça. C'est l'encomienda, le système qui crée, enfin qui amène à ça, c'est ça? Ouais. Ok. Bien joué. Question suivante. Quelle puissance s'est installée juste en face de San Francisco dans le but simplement de chasser des phoques? Sur une île en face de San Francisco, je précise. Du coup, c'est la France pour les fourrures? Non, mais c'est pour des fourrures. Enfin, c'est pas pour des fourrures, pour le coup, c'est... Les Anglais? En face de San Francisco? Juste en face de San Francisco, il y a des mecs qui sont arrivés, se sont installés, ils ont buté des phoques. Ah. Vas-y, Mika, si t'as une idée. Je n'ai aucune idée. En fait, on va juste toutes les faire pour arriver à la bonne Vous réponse. voulez la réponse? Non. J'aurais dit des Russes, du coup. C'est les mais- Russes, ouais, tout à fait. Ouais, c'est ce que j'allais dire aussi. C'est une colonie russe s'est installée sur les îles Farallon en 1800. Les Russes y pratiquaient la chasse intensive de phoques, ce qui a provoqué la disparition temporaire de l'animal dans la région. Quelle puissance a mis en place une administration centralisée autour d'un gouverneur unique, avec une population limitée et une économie axée sur le commerce du tabac, notamment? Oui, Nico. Le Portugal? Non, il n'y a pas Portugal dans les réponses. Ah, il m'a pas. Ok. L'Espagne? Non. Tabac? La France? Non, Ah non. Du coup, c'est les Pays-Bas. non. Vas-y. La Russie? C'est la Suède. J'allais dire, bah il reste l'Angleterre et la Suède, donc à partir de là. C'est Euh, la Suède. c'est la Suède, ouais, qui faisait du tabac dans le Delaware, ça pousse bien. Si, on a bien écouté la chronique. Hein. Bah ouais, je vois. Quelle puissance coloniale... T'as parlé du tabac? J'ai parlé du Dans la tabac, question, j'ai il y dit qu'ils a cultivaient pas du de tabac, tableau, du hein. maïs, tout ça. Parmi. Quelle puissance coloniale utilisait un système d'alliance flexible avec les nations natives pour sécuriser le commerce des fourrures tout en évitant généralement la colonisation agricole massive? La France? La France. J'aime bien quand vous dites la France, il y a vraiment le... La France? C'est la France, et pas n'importe laquelle. Et oui, effectivement, c'est la bonne réponse. Quelle colonie est fondée en Amérique notamment pour le commerce des fourrures et spécialement le commerce des fourrures de loutre de mer? Ça, c'est les Pays-Bas. Non, Oh, bien. c'est jamais les Pays-Bas. L'outre de mer. Les loutres de mer, ouais. Super précis. C'est très précis. C'est pour le vison. C'est le vison. Ouais, les loutres de mer, c'est le vison. Donc, C'est le vison, alors ouais. Ouais, non, mais c'est pas les. En tout cas, là pour le coup, peut-être que ils en ont chassé quelques-unes, mais là les mecs ils sont arrivés et pareil, ils ont tout buté. Tout le monde l'a fait à un moment donné. Je pense que c'était les Pays-Bas. Sinon, c'est les Russes. C'est les Russes.
Ouais. Non, c'est les Russes, ils ont porté tout le temps. En fait, ils sont arrivés en Alaska et ils ont créé des postes de traite et des forts. Et ils ont exterminé et ils ont descendu comme ça petit à petit vers le sud jusqu'à la Californie. Et au bout d'un moment, ils ont arrêté parce qu'il n'y avait plus de loutre et du coup, il n'y avait plus de profit. Ça fait rêver la Russie. Pardon. Quelle puissance a utilisé l'introduction d'esclaves africains pour compenser la pénurie de main-d'œuvre dans ses colonies? Ouais. Vas-y, Mika en premier. La France. Non, Non, c'est pas la France, je le sais, mais j'avais envie de le dire comme ça. c'est pas tout de suite la France. Ça viendra après. Ah, Alors? ouais, vas-y, Nico. L'Espagne? Alors, c'est vrai qu'il y a l'Espagne, mais il y a aussi surtout celui qui a mis en place le concept même, l'Angleterre. l'Angleterre. Ah, j'aurais dit Tout à l'Espagne fait. aussi. Hein. Ah ouais, j'étais parti sur l'Espagne aussi. Premier degré, j'étais en mode, Ouais, non, c'est bon. Je pense que l'Espagne, tu vois, c'est les premiers. Mais après, en termes. Ah, bon, j'avais Au, cru que au t'allais niveau, dire au niveau vraiment pousser le truc extrêmement capitaliste, ça Ouais, reste, c'est ça, ça c'est reste les Anglais, l'Angleterre qui a créé le Ouais. concept. Mais vous vous rappelez au musée quand on avait vu Oui. les différents ports et que ça comparait la France avec l'Angleterre? Oui, oui, Les c'est chiffres vrai, avec étaient, l'Angleterre. x10 en Ouais, Angleterre. en termes de traite de l'esclavage, ouais, j'avoue. Quelle puissance européenne a utilisé des fortifications pour protéger ses intérêts commerciaux sur la côte Est, tout en maintenant... La France. Non, tout en développant une politique de tolérance religieuse. Ah, du coup, pas la France. Les Pays-Bas? Les Pays-Bas, ouais, tout à fait. Exactement, c'est tout à fait. Très Il fort. y en a Les parlé dans la Pays-Bas. chronique juste avant. Oui, Ouais, c'est vrai. Tout à fait. Tout à fait. C'est tout vrai, à c'est fait. vrai. Bien sûr. Et comme j'ai écouté la chronique du début jusqu'à la fin, et voilà, bah, c'était riche et dense. Mais t'as été plus attentif que moi, donc bravo. Quelle puissance a intégré les natifs dans son réseau économique tout en favorisant même des mariages mixtes pour renforcer ses liens? Oui, il a raison. Je l'ai entendu. La réponse était la France. La France, exactement, tout à fait. Bien vu, bien vu, bien vu. Quelle puissance a imposé un système de servage qui contraignait les natifs au travail forcé en échange de protection et de conversion religieuse, bouleversant ainsi profondément les sociétés déjà établies depuis des siècles? L'Espagne. L'Espagne, tout à fait, exactement. Alors, quelle colonie a eu une expansion territoriale extrêmement agressive avec des conflits violents entre les colons et les peuples natifs américains dans le but de prendre des terres? Oui. La Russie. Ouais, eux, c'est les phoques et les loutres. Ouais, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est non, pas la Russie. C'est trop les êtres humains pour. Voilà. L'Espagne? C'est vrai que ça pourrait aussi être l'Espagne. Mais c'est la France. Mais c'est plutôt l'Angleterre. L'Angleterre. Et c'est plutôt l'Angleterre, évidemment, c'est ce qu'on a dit. Alors, cette puissance Il a eu le coloniale a entretenu des relations pacifiques et commerciales avec les populations locales, mais la colonie est restée très petite et très fragile face à ses autres voisins européens. Oui, Mika? La Suède. La Suède, exactement, tout à fait. Les missionnaires envoyés par cette nation ont joué un rôle clé dans la conversion et l'assimilation culturelle, accompagnant ainsi une domination politique et économique dans les territoires. Vas-y, Nico. Nico? L'Espagne? L'Espagne, tout à fait. Exactement. Quelle colonie a une approche qui consistait principalement à établir des postes commerciaux autour de la fourrure, avec une interaction souvent pacifique, mais fluctuante avec les peuples natifs locaux, voire pratiquement des fois inexistants d'ailleurs. Vas-y. La Suède. Non. La France? La France, ça pourrait aussi être la France. Mais là, vraiment, c'est parce que dans la France, t'as vraiment cette notion de créer Ouais, du non, lien quand même. France, Là, vraiment, ouais. c'est on arrive, C'est du on pose commerce. des trucs comme Ouais. ça, on Ah commerce ouais, viteuf. À la Mais russe, en quoi. vrai, si, voilà, russe, Ah, exactement. Ouais, ce que Mais j'allais en dire, vrai, si on c'est peut ne la pas se russe, parler, quoi. c'est mieux, quoi. Ouais, c'est ça. Si on veut faire les trucs de C'est les l'autre côté, Russes. ça nous arrange bien. Exactement, tout quoi. à fait. Ce sont bien les Russes. Et ben voilà, vous êtes arrivé au bout de ce quiz. Félicitations à vous. Merci. Je vais vous applaudir. Merci. Je vous applaudis. Bravo, 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 bravo. Bon, bah, j'espère que ça vous aura plu, malgré le fait que je sois dans un état pitoyable. Mais. Ça se voit que je suis pâle euh, comme un cul ou pas? Oui. Ça se voit que t'es vraiment Oui. pas bien. Je suis Oui, de c'est- ouf. Ce qui est terrible, c'est qu'on voit pas l'arrière-plan de ta caméra, mais on sait qu'il est blanc et t'es plus pâle que lui. Ouais, ça Oui. pue que ça. Oh la vache. Ouais, c'est pas Mais, bon signe. Ouais, mais si tu veux, on arrête la soirée ici. Juste, hein. Bah, en tout cas, moi je vais l'arrêter là, je pense. Alors, je vais Oui, revenir vas-y, peut-être si je serai plus en forme. Mais en tout cas, je voulais vous remercier tous les deux quand même d'avoir bien voulu participer à cette émission alors que je suis, Merci. alors que je suis malade. Merci à tous ceux qui nous auront écoutés. On espère que ce format va vous plaire. Il y aura d'autres épisodes qui arriveront très très vite également. Dans tous les cas, pour une première émission, c'est quand même dommage de la faire en étant déglingué. Mais vous ne l'êtes pas. Et ça, moi, ça me fait très plaisir. Sur ce, des bisous. Et portez-vous bien si vous le pouvez. Bisous. Bisous, Bisous à tous. bisous.
pour savoir que Tu le t'as crois peut-être pas 220 pages comme l'autre, mais Non, tu j'ai vas rien pas dit. me la Non, je faire, crois hein. que cette fois-ci, il a vraiment rien. Moi, j'ai quelque chose et après, j'ai Romain, j'ai un truc d'intro et après, j'ai le quiz. Ok. Mais oui, là, pour le coup, Nico n'a rien. Et Vas-y, ben, banco, hein. ok. Vas-y, banco, Alors, banco. On est parti. c'est très étrange. C'est très étrange parce que comme c'est une nouvelle, je considère que c'est une nouvelle, un nouveau type d'émission. Je sais pas trop comment l'introduire. Comment ça, un nouveau type de... Ah! Bah oui, Oh! et oui, puisque D'accord. je l'avais dit que je voulais un peu changer la formule. Donc bah, on va y aller comme ça.